Mesdames, Messieurs, bonjour. Il était temps de revenir au boulot pour les membres du groupe Expression de l'hôpital de jour Adrien Dany, unité de rééducation cognitive du centre hospitalier Esquirol à Limoges. En effet, après le succès en 2022 de leur livret La lésion cérébrale acquise pour les nulos, qui s'est écoulé à des centaines d'exemplaires, le groupe Expression du mardi remet ça avec ce podcast original. Nous sommes 8 blessés de l'encéphale maintenant, avec le but aujourd'hui de vous parler de ce qu'ont vécu les personnes de notre entourage, les maris, les femmes, les enfants, parents et amis. Nous leur avons permis de raconter et d'exprimer leurs ressentis vis-à-vis de la lésion cérébrale acquise qui nous est tombée dessus. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table pour les présentations. Nous avons donc Aurélie et Caroline, les doyennes. Bonjour Julien. Bonjour Julien et bonjour à tous. La première, Aurélie, a été opérée d'un anévrisme quelque temps après la naissance de sa fille. La seconde, Caroline, a chuté dans les escaliers en allant au travail et a écopé d'un traumatisme crânien. Chez les petits nouveaux qui se sont greffés au groupe, David. Bonjour. Il a subi un traumatisme crânien suite à un accident de la circulation. Jean-Jacques. Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre attention. Lui a subi un traumatisme crânien en chutant de vélo après avoir croisé la route d'un chien. Olivier, qui sera en duplex avec nous, a quant à lui récolté un traumatisme crânien pour avoir attrapé les pigeons qui nichaient dans la maison de Dieu. Mais il nous racontera ça plus en détail dans la suite de ce podcast. Bonjour à tous et merci Juliette d'avoir résumé un peu mon accident dans cette église et je représenterai mon accident tout à l'heure. Alors pour reprendre le fil, nous avons fait ce travail aussi avec Pascal, opéré d'une tumeur qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et on accueille aussi en direct Raphaël. Bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes. Il a subi un coup du lapin suite à un accident de la route. Quant à moi, Julien, je suis un des doyens du groupe et je serai l'animateur de ce podcast. J'ai 37 ans, je suis marié avec Nadège, devenue malgré elle mon aidant familial et nous avons 2 enfants en bas âge. J'ai été opéré en 2021 d'une tumeur cérébrale appelée cavernome qui faisait suite à des migraines et des vertiges. Le retour à la vie normale devait être rapide, mais ça, c'était juste sur le papier. Cela a entraîné de l'hyperfatigabilité, des difficultés avec les bruits et les problèmes avec les lumières trop fortes, mais aussi des problèmes de concentration et une irritabilité plus importante. Bien, les présentations étant faites, bienvenue à tous dans ce podcast original éphémère. Pour commencer, il faut préciser que la lésion cérébrale est une atteinte au cerveau provoquée par une maladie ou un accident. Traumatisme crânien, AVC, anévrisme, tumeur, méningite. Les conséquences de ces lésions, qui touchent environ 200 000 personnes par an en France, sont complexes et variées et pas toujours visibles. Le cerveau fonctionne alors différemment et tout le monde est susceptible, un jour, d'être confronté à une lésion cérébrale, que ce soit personnellement ou vis-à-vis d'un proche. C'est une blessure qui, une fois cicatrisée, laisse des séquelles qui ne se voient pas, mais qui empêchent le cerveau de fonctionner comme avant. C'est comme un fil électrique ébréché dont le courant ne passe pas toujours bien. Les connexions doivent alors prendre un autre chemin pour arriver à fonctionner. Ces difficultés entraînent plus de fatigue pour le cerveau, car il faut réfléchir même pour de simples choses de la vie quotidienne. Parmi ces troubles, on retrouve chez tous les blessés de l'encéphale une fatigabilité cognitive propre au cerveau, bien différente de celle que nous connaissions tous avant notre lésion cérébrale. La fatigabilité est finalement la plus importante des séquelles car elle joue sur toutes les capacités, le langage, les comportements, avec des pertes de contrôle, mais aussi sur le plan physique avec le besoin de s'adapter à chaque moment et à chaque situation. Pour nous parler des autres séquelles possibles, je laisse la parole à Caroline qui va d'abord se présenter. Merci Julien. Donc moi c'est Caroline. Suite à une chute dans les escaliers, j'ai eu un traumatisme crânien et accessoirement aussi une fracture au coccyx. J'ai moins de séquelles au coccyx qu'au niveau du cerveau, comme vous pouvez vous en douter. Voilà 2 ans que je suis en rééducation, avec des hauts et des bas, des agendas, des auxiliaires de vie, reste des séquelles, la fatigue, des problèmes d'attention, de concentration et de mémoire.
Je ne suis plus la même personne, mais j'apprends à vivre avec ces changements. L'entourage aura eu un rôle important dans la reconstruction, d'où l'intérêt de notre podcast du jour. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu les autres séquelles possibles. Alors bon, je vous avoue, c'est une partie que je trouve un petit peu pénible. Mais je vais le faire quand même, parce que ça va vous montrer un petit peu nos difficultés du quotidien. Donc on les a classées en 3 catégories. Tout d'abord, le cognitif et le comportemental, avec pour certains d'entre nous des problèmes de mémoire à court terme, des difficultés à suivre des conversations, ou le fait de mettre un mot à la place d'un autre et se tromper de syllabes. D'autres, ou les mêmes, peuvent aussi être devenus monotaches, être souvent dispersés, avoir des troubles de l'attention et de la concentration, manquer d'orientation, avoir du mal à se repérer dans l'espace. Par ailleurs, on peut retrouver de l'apathie, un manque d'initiative, un manque d'organisation, une désinhibition qui consiste à parler sans filtre, mais aussi une irritabilité, une impulsivité et une agressivité. Ensuite, on retrouve la catégorie physique et sensorielle. La lésion cérébrale acquise peut engendrer des maux de tête et vertiges, une perte de tonus musculaire, une perte totale de goût et d'odorat, une sensibilité au bruit et à la lumière, parfois aussi des blessures physiques apparentes telles que des cicatrices et ou des tremblements, des problèmes d'équilibre, un manque de coordination, des troubles du sommeil. Enfin, sur le versant émotionnel et psychologique, parmi les changements, on relève souvent de l'irritabilité, une agressivité plus fréquente, des difficultés parfois à garder son sérieux. Certains d'entre nous souffrent aussi de troubles du sommeil, d'émotions exacerbées ou atténuées, d'une perte de confiance et ou de la peur du regard des autres. Comme vous pouvez le voir, la vie n'est plus comme avant. Du coup, les blessés doivent s'adapter. Je vous rassure, une personne cérébrolésée ne cumule pas toutes ses séquelles. En fonction de ce qui lui est arrivé dans certaines zones de son cerveau, elle a quelques-unes, mais croyez-nous, elles sont déjà de trop. Eh bien, merci Caroline pour cette folle présentation. Sans transition, passons maintenant à la présentation de notre travail et à la méthodologie que nous avons employée. Nous avons recueilli les témoignages de nos proches, car nous avons voulu leur donner la parole et leur permettre de s'exprimer. Pour y arriver, nous avons d'abord travaillé sur un questionnaire qui leur a permis de répondre sur leurs ressentis. Le questionnaire était adressé à notre famille, proches, nos amis et nos enfants. Ensuite, nous avons dépouillé la 20aine de questionnaires pour cibler des thématiques qui revenaient le plus. Cela nous a permis de voir que la LCA avait aussi eu un impact sur eux et que ce handicap, dit invisible, ne l'est pas tant que ça. Nous vous proposons donc maintenant de prendre connaissance des résultats en détail, question par question, et pour ce faire, je vais laisser à tour de rôle la parole à mes collègues. David, peux-tu nous parler de la première question et des résultats obtenus ? Bonjour, je vais commencer par me présenter. Je suis David, 34 ans. J'ai eu un grave accident de moto dont je garde des séquelles, comme des problèmes avec ma mémoire, y compris un handicap physique. Étant donné que je n'aime pas parler de mon accident, je m'arrête là pour qu'on se concentre sur le vécu de nos proches. Donc la première question à destination de nos proches était: que connaissais-tu de la lésion cérébrale avant la mienne et qu'est-ce que cela représente pour toi maintenant ? Après dépouillement des réponses, il en est ressorti 4 grands thèmes. Le premier étant celui de l'ignorance. La femme de Julien, par exemple, nous ayant dit « je ne connaissais rien ». Le deuxième sujet est celui des connaissances à travers son expérience personnelle. Le thème suivant est celui du handicap. Pour la femme d'Olivier, ça change la vie, c'est un handicap invisible. Vient ensuite le sujet des répercussions. On retiendra ici le témoignage de ma mère qui nous dit qu'il s'agit d'une grave lésion avec beaucoup de conséquences. Il est donc apparu qu'une majorité des personnes de notre entourage n'avaient pas ou peu de connaissances de la lésion cérébrale. Une minorité avait néanmoins des notions en lien avec une expérience personnelle ou une expérience vécue dans le monde professionnel. La lésion cérébrale a parfois été ressentie comme un problème de santé grave. Certains de nos proches ont ainsi pu mettre en avant de nombreuses répercussions dans le quotidien. Ils mentionnent d'emblée
même si nous traiterons plus tard plus en détail la question des répercussions, de la fatigue, de l'énervement, de l'agacement, des oublis. Et il pointe la nécessité de s'adapter à la personne que nous sommes devenus. Et toi, David, qu'est-ce que tu as pensé de ces résultats ? En ce qui concerne ces résultats, je dois dire que je ne suis absolument pas surpris que nos proches ignoraient au départ beaucoup de choses de la lésion cérébrale acquise, et finalement nous découvrons ensemble ce qu'elle est. Et effectivement, je perçois ça aussi comme quelque chose de grave et d'invisible. Merci beaucoup David pour ton intervention et ton analyse. Je laisse maintenant la main à Caroline pour nous dire ce qu'il est ressorti de la deuxième question. Merci Julien. À la question 2, comment as-tu personnellement vécu ce qui m'est arrivé ? Ressortent plusieurs thèmes importants, notamment la perception de changements radicaux à propos de la personne cérébro-lésée, de l'inquiétude et de l'incompréhension. La femme d'Olivier dit avoir l'impression que la personne a changé. Elle le trouve auto-centré, tout dans l'instant. On ne reconnaît pas son conjoint. Certains proches ont pu ressentir beaucoup d'émotions différentes, plus ou moins fortes, telles que le déni, la colère, la peur, le choc et le côté ascenseur émotionnel. On a entendu des mots comme choc, désespoir, tsunami, abattement. On en a déduit un très fort traumatisme pour les proches, et cela a même été vécu comme un drame parfois. Mais pour certains des sondés, dans un second temps, ce qui est arrivé a pu à contrario être vécu comme un soulagement, avec une meilleure compréhension de l'histoire de la maladie, ce qui les a rassurés, en s'appuyant d'autant plus sur l'accompagnement de l'hôpital. Le mari d'Aurélie dit par exemple qu'Aurélie est une battante, qu'elle va s'en sortir, que ça va aller. La belle-fille de Jean-Jacques dit quant à elle qu'il y a des éléments positifs, le bras qui bouge à nouveau, le réveil, mettre en avant chaque progrès. En ce qui concerne ces résultats, je ne suis pas étonnée. Je sais que c'est une épreuve pour les proches parce que ça implique beaucoup de changements dans notre vie quotidienne et du coup dans la leur. Merci Caroline pour cette brillante intervention qui retrace clairement le fait que suite à une lésion cérébrale, la vie bascule en un rien de temps, que c'est un bouleversement et qu'il est nécessaire d'avoir des explications pour comprendre ce qu'il se passe tant pour les proches que pour le blessé. Reprenons le fil de notre questionnaire en accueillant maintenant Raphaël. Merci Julien. Je m'appelle Raphaël, j'ai 45 ans. Je vis avec ma compagne et mes 2 enfants, de 10 et 4 ans. J'ai subi un accident de la route dans le cadre de mon travail en avril 2021, qui a eu pour conséquence un traumatisme crânien et un traumatisme du rachis cervical. Depuis ce jour, ma vie a complètement été bouleversée, tant sur le plan professionnel que familial. Mon état occasionne des fatigues très importantes et des douleurs constantes. Nous avons posé la question à nos proches de savoir ce que la lésion cérébrale avait changé dans leur quotidien. Beaucoup nous ont répondu qu'ils avaient dû compenser et donc prendre en charge l'essentiel des actes du quotidien, comme l'administratif, la cuisine, le ménage, les courses. Sur le thème de la nécessité de compenser et de la charge que cela représente pour eux, on peut entendre le témoignage de l'épouse d'Olivier qui concrètement nous dit qu'il faut prendre en charge tous les actes du quotidien en relation avec la maison, l'hygiène, l'entreprise et gérer de l'administratif. La mère de David, elle nous rappelle finalement que tout a changé et que leur vie est définitivement liée à cette lésion et à ses séquelles. Le mari d'Aurélie va dans le même sens en expliquant que tout a changé. Il a fallu qu'ils prennent et acceptent les changements, comme le précise la fille de Pascal, en nous disant qu'elle a été rassurée de savoir qu'il se passait quelque chose. Pour certains, comprendre a permis d'accepter ces changements majeurs, mais en revoyant l'ensemble des témoignages, on comprend aussi que malheureusement, quelques mois voire quelques années après, certains n'ont toujours pas accepté. Depuis ma lésion cérébrale, j'ai dû apprendre à vivre avec ce nouveau moi. J'ai dû réorganiser mon quotidien et mettre en place des stratagèmes pour pallier les oublis, agenda, mémo. Ma femme dira que j'ai changé à 70%, mais que je suis plutôt combatif. Pour gérer au mieux ma fatigue, je m'impose un temps de repos tous les jours en début d'après-midi. Ce temps est devenu nécessaire pour aborder la fin de journée dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Raphaël pour cette présentation et le résumé de tes difficultés. On retrouve maintenant en duplex Olivier pour nous parler de la question 4. Alors moi, Olivier, 50 ans, je suis agriculteur dans la Dordogne. Ma compagne est professeure d'espagnol
et c'est elle qui a apporté son témoignage dans ce podcast. Bon, elle n'était pas présente sur l'accident, mais bon, bien après, elle a eu des grosses difficultés. Mais revenant sur mon traumatisme crânien, donc c'est dû à une chute. J'ai fait une chute de 15 mètres dans une église, car j'étais en train de d'effaroucher des pigeons qui salissaient les vestiges et les chaises de l'église. Et c'est là que je suis passé à travers la voûte. Ensuite, cet accident, j'ai passé 3 semaines dans le coma et j'ai eu quelques fractures. Mes troubles aujourd'hui sont vraiment la fatigabilité, l'irritabilité et surtout un manque dans mon organisation professionnelle. Donc la question de ce qui a changé chez nous, nos proches expriment l'idée que vraiment beaucoup de changements sont apparus. Alors, la mère de David évoque beaucoup de changements dans sa personnalité, dans sa façon de considérer la vie. La femme de Julien, quant à elle trouve qu'au début, il avait beaucoup changé. Et maintenant, c'est Julien qui a des petites options. L'option de la fatigue, l'option fatigue plus la colère. Et arrivé l'entêtement. Tous nos proches retrouvent une grande fatigue. La belle-fille de Jean-Jacques parle d'une forme variable et selon les jours, elle le qualifie de vraiment fatigable. Par ailleurs, la plupart de nos proches ont constaté des efforts et beaucoup de volonté de notre part, ce qui a engendré des progrès et des apprentissages chez nous au fil du temps. Et toujours sur le même thème, cette fatigue, la femme de Julien dit qu'au fur et à mesure, il a appris à gérer sa fatigue et à se reposer quand il en avait bien besoin. Au sujet des efforts, la mère d'Aurélie précise qu'elle la trouve si forte, si combative, si courageuse, même si souvent elle va au-delà de ses forces. Elle a remarqué qu'Aurélie aujourd'hui a beaucoup cheminé, que chaque difficulté a été surmontée par sa volonté. Et en ce qui me concerne, je voudrais dire que je suis satisfait des réponses de nos proches, car ils ont vraiment compris et ils ont vu toutes nos difficultés suite à ce traumatisme. Merci beaucoup Olivier pour ton analyse. On va maintenant entendre Aurélie qui va nous parler des répercussions générales de la lésion cérébrale. Je te laisse la place. Merci Julien. Comme tu l'as dit dans l'introduction du podcast, je suis Aurélie, l'une des doyennes du groupe. J'ai été opérée d'un anévrisme cérébral après la naissance de mon 3e enfant et ce nouveau compagnon m'enquiquine tous les jours. Mais je fais avec. Je suis obligée de noter beaucoup de choses pour me rappeler, me souvenir. J'ai du mal à me concentrer, à faire plusieurs choses à la fois et le bruit me parasite. Je me fatigue assez vite et ça m'embête car à 38 ans, j'ai l'impression d'être vieille avant l'heure. Nous avons posé une question à nos proches concernant les répercussions que cela a pu avoir sur eux et sur nous. D'une part, certains ont constaté que la proximité et la communication sont devenues différentes, avec plus ou moins de partage et plus ou moins de temps d'échange. La mère de David parle, elle, d'un resserrement des liens. La situation est vécue très différemment par la femme d'Olivier qui, elle, dit « Nous n'avons pas beaucoup de temps libre pour partager. Les loisirs sont réduits, les sorties sont peu fréquentes. » D'autre part, cela leur a fait ressentir de fortes émotions négatives comme de l'inquiétude, du stress, de la peine, de l'angoisse et de l'épuisement. L'une des filles de Pascal évoque du stress, de l'angoisse, de l'incompréhension, donc de l'énervement. Enfin, certains nous ont dit que tout avait changé, qu'ils devaient désormais assumer plus de charges au quotidien pour aider et pallier à notre manque ou notre perte d'autonomie. Mon mari, lui, parle de moi en me comparant à un 3e enfant à la maison. La femme de Julien, quant à elle, exprime son épuisement à cause de la redistribution des rôles. Elle dit à Julien que là où il pouvait prendre le relais, il n'a pas pu prendre le relais, donc elle a assuré sans trop s'écouter. Ce que je voudrais rajouter, c'est que les réponses apportées par nos proches ici sont dures mais vraies à la fois. Elles reflètent la réalité de notre quotidien et du leur. Notre vie a quand même changé. Il a fallu s'adapter les uns aux autres.
changer notre manière de vivre, de faire, de penser même parfois. Ce que la plupart des gens ne voient pas, les plus proches le vivent avec nous. Et je dirais surtout que si ce n'est pas facile, ce n'est surtout pas impossible. Merci Aurélie et à tout à l'heure. Il est temps désormais d'accueillir Jean-Jacques pour la question 6. Bonjour, Jean-Jacques, instituteur retraité. Depuis un peu plus d'1 an, suite à un traumatisme crânien suivi d'une hémorragie cérébrale, due à une chute de vélo, après une rencontre brutale avec un chien espagnol, je suis actuellement en rééducation. Aujourd'hui encore, j'égare et j'oublie pas mal de choses. Et je vis sous la menace d'une crise d'épilepsie. Cette situation a impacté et impacte encore très fort mon entourage, comme vous le comprenez à travers les témoignages de mes fils, de ma belle-fille et de ma femme. Mais avons-nous besoin d'aide? Telle est la question que nous leur avons posée. Selon nos proches, maintenant nous avons besoin d'aide dans notre vie de tous les jours. Surtout pour les tâches du quotidien, y compris pour des activités qui pourraient paraître banales, mais pour eux, nous avons aussi besoin de soutien affectif. La femme de Julien, par exemple, dit qu'elle essaie de l'aider à organiser les choses, mais que ce n'est pas facile. Le mari d'Aurélie envisage le besoin d'aide pour gérer les oublis, la fatigue, les tâches du quotidien. L'épouse d'Olivier lui dit « Oui, je pense qu'en raison de ta mémoire défaillante et de ta grande fatigabilité, tu as besoin d'aide au niveau administratif, au niveau professionnel. Seulement pour la planification, le savoir-faire est là. Il est d'ailleurs de l'ordre du réflexe. De plus, tu peux déléguer auprès de Jimmy un grand nombre de choses. » Les proches mettent souvent en avant la nécessité d'une aide extérieure qui connaîtrait des difficultés spécifiques. La mère d'Aurélie pense peut-être à une dame de ménage, des temps de repos dans la journée. En tant que parent, elle regrette d'être trop loin pour être plus présente au quotidien et la décharger pour qu'elle puisse se reposer. La femme de Julien remercie l'aide extérieure donnée par l'hôpital de jour. Elle lui dit que c'est tout ce qu'il a reçu du centre qui lui a beaucoup apporté, parce qu'elle le voit quand même la différence. Pour d'autres, qui restent minoritaires, nous n'avons pas besoin d'aide, il suffirait de nous bouger. Enfin, certains pensent que nous avons besoin d'aide, mais ne savent pas comment nous aider, et se demandent si on accepterait leur aide. Du côté d'Aurélie, sa mère propose d'apporter du temps lorsqu'elle ne travaille pas, pour garder ses filles par exemple, pour qu'elle puisse s'occuper d'elles. En ce qui me concerne, ma famille a pu répondre oui à mon besoin d'aide, tout en ne sachant pas ce dont j'ai besoin. Comme l'exprime très concrètement ma belle-fille, en se sentant dans l'incapacité de déterminer la nature et l'étendue de l'ensemble des besoins dans mon quotidien. Pour conclure sur le thème de la perception et de notre besoin d'aide suite à la lésion, je voudrais dire combien c'est un sujet complexe parce que il y a 2 aspects et 2 questions à se poser. Quelle aide apporter et la difficulté d'accepter quelquefois cette aide, d'accepter de ne plus être totalement indépendant. En tous les cas, c'est comme ça, moi, personnellement, ce que je ressens. Merci Jean-Jacques pour toutes ces informations. Et je vois que Aurélie a quelque chose à rajouter. Jean-Jacques a très bien résumé, mais concernant le fait de se bouger, ce n'est pas si simple. Certains pensent qu'il le suffirait, mais la réalité est que nous ne sommes pas toujours capables, malgré toute la bonne volonté, d'où la complexité qu'il expliquait. Merci Aurélie. Passons maintenant à une question fondamentale concernant les besoins de nos proches, qui sont devenus aidants familiaux sans le vouloir. La fatigue nous touche tous au quotidien.
mais comme je l'ai rappelé en introduction, chez nous, il s'agit surtout d'une fatigue neurologique. Mais qu'en est-il de nos proches ? Non cérébro-lésés, mais potentiellement très fatigués eux aussi. On retrouve Caroline pour nous parler de tout ça. Ravi de vous retrouver. À la question 7, et toi, de quoi aurais-tu besoin ou envie ? Certains ont répondu qu'il était important de continuer à progresser en matière d'autonomie pour nous. Il leur semble aussi important pour eux de mieux comprendre nos troubles et de mieux s'organiser. La belle-fille de Jean-Jacques lui souhaite de prendre soin de lui. Les beaux-parents de Julien aimeraient qu'il continue de progresser, qu'il profite au maximum de sa gentille petite famille. Je cite aussi le témoignage de la mère d'Aurélie. Savoir que tu te reposes suffisamment. J'aurais besoin et envie que ma fille s'écoute un peu plus, de manière à réduire sa fatigabilité, qui, de fait, lui entraîne d'autres désagréments qui ont un impact sur sa vie de tous les jours. J'aurais envie qu'elle soit un peu plus égoïste et qu'elle pense plus à elle pour se ménager. Peut-être faudra-t-il laisser un peu plus les filles à l'école, à la cantine, afin que toi, Aurélie, tu n'aies à penser qu'à toi dans la journée. D'autres proches aimeraient avoir plus de temps pour eux. La femme de Julien rêve d'une semaine en thalasso toute seule, d'être seule, de ne penser à rien. Elle a envie de faire une pause. La mère de David et la femme d'Olivier ressentent aussi ce besoin de vacances. Dans notre entourage, le besoin d'une reconnaissance en tant qu'aidant peut aussi se faire sentir. La femme d'Olivier dit « J'aimerais bien que ma forte capacité de travail soit reconnue et appréciée. » Enfin, nos proches ont pu développer une vision différente de la vie et de leur relation avec nous, en ressentant parfois des questionnements existentiels. D'autres, à contrario, nous ont fait savoir qu'ils n'avaient besoin de rien. Pour conclure ce thème, je voudrais dire que nous avons envie et besoin d'être comme avant, mais petit à petit on se rend compte que c'est différent. Notre entourage, pour la plupart, a été très important et surtout d'une grande aide. On retrouve de nouveau Olivier pour finir sur le questionnaire destiné aux adultes. Peux-tu nous faire s'il te plaît une petite synthèse du dernier thème, plus libre, puisque nous avons demandé aux personnes interrogées si elles souhaitaient ajouter quelque chose ? Oui, alors sur cette partie spontanée, plusieurs de nos proches se questionnent encore sur l'avenir. Certains ont évoqué des craintes et d'autres ont exprimé de l'espoir. Donc ma femme a besoin de parler de l'avenir car elle se pose de réelles questions sur l'avenir, bien sûr, et elle ne va pas pouvoir continuer longtemps sur ce rythme de travail. Elle va s'effondrer. Alors, la mère d'Aurélie, elle est confiante. Elle nous dit que petit à petit, tout cela, ça va payer. Il faut laisser le temps au temps, comme dit le proverbe. Elle nous rappelle que l'espoir est là et qu'il faut le conserver et surtout pas le perdre. Une majorité de nos proches ont reconnu notre combat en tant que patients et ont souhaité remercier le personnel soignant qui nous accompagne. En minorité, il est aussi ressorti le besoin d'avoir plus de communication avec notre équipe soignante. Enfin, il faut évoquer la place et le rôle des aidants, avec pour certains un besoin d'accompagnement et un sentiment de ne pas toujours être capable. La femme de Julien apporte son témoignage en disant que ce qui lui a fait du bien, c'est qu'elle a participé à un groupe de parole. Alors du coup, elle avait envie d'aller voir une thérapeute. Et après plusieurs rendez-vous chez ce docteur, ça lui a fait beaucoup de bien et ça l'aide tous les jours et ça lui permet d'avancer. Elle n'aurait pas cru que ça allait lui faire du bien, mais aujourd'hui, oui. Ça lui a fait beaucoup de bien et ça lui fait encore beaucoup de bien. Alors ce que moi j'en ai à dire, c'est que oui, il faut être dur au mal pour nous aider, nous supporter et puis pour vivre ensemble tous les jours. Car oui, c'est difficile. Merci Olivier. C'est vrai que la thérapeute lui a fait vraiment du bien. Nous allons faire un petit tour du côté des représentations des enfants en nous appuyant sur l'analyse d'Aurélie. Oui, Julien. Ce qui ressort de la petite dizaine de questionnaires des enfants, c'est que malgré leur jeune âge, ils arrivent à bien voir nos difficultés, parfois même mieux que les adultes. Pour ma fille de 9 ans, Lisana, je suis un peu ailleurs. Elle me voit souvent fatiguée, sait que j'oublie, que je mets des mots à la place des autres, que je me trompe de route, que je lui demande toujours des choses, trop de choses. La petite fille de Julien, qui elle a 3 ans et demi, a pu dire
peur, trop peur du bobo à la tête. Tout comme le neveu de Caroline, Raoul, qui lui va avoir 13 ans et qui insiste sur la peur qu'il a ressentie. Malgré le fait qu'il a toujours sa tata et qu'il l'aime, il a aussi remarqué des changements et dit à sa tante « Tu te fatigues plus vite, tu supportes moins le bruit qu'avant et quand il y a de bruit, tu as mal à la tête. » Du côté de Julien, son fils de 9 ans, Gabin, est peiné de ne plus pouvoir jouer autant avec son papa car il doit se reposer beaucoup et souvent. Il explique qu'il s'énerve aussi plus facilement et plus fort et qu'il y a eu des changements, qu'il nomme importants au début et moins maintenant. La plupart des enfants disent qu'on a besoin d'aide, qu'ils nous ont aidés, et Gabin nous rappelle que ça ne va jamais passer. On peut donc dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Merci Aurélie, je sens dans ta voix que tu as besoin d'un petit moment de repos. Comme vous l'aurez compris, tout au long de ce podcast, la lésion cérébrale et ses conséquences impactent de façon complexe et singulière toute notre vie de blessés et celle de nos proches. Pour plus de précisions encore, nous allons maintenant accueillir 2 spécialistes. Tout d'abord, Pascal Faure, psychologue de l'équipe gestionnaire de parcours du pôle des blessés de l'encéphale, travaillant depuis 30 ans auprès de blessés de l'encéphale. Pascal, je sais que vous nous avez écoutés avec beaucoup d'attention. Pouvez-vous nous partager votre réaction à chaud et nous en dire un peu plus sur le sujet ? Merci Julien et merci à vous de me permettre de participer à ce podcast. Il n'est pas facile le plus souvent pour nos blessés d'exprimer leurs difficultés séquelaires, mais fort de votre expérience autour de la rédaction du livret « La lésion cérébrale acquise pour les nulos », vous y parvenez vraiment bien. Vous avez analysé vos difficultés, vous avez mesuré leur impact dans votre vie de tous les jours, vous avez mis des mots sur ces mots MAUX du quotidien, et il apparaît très clairement que vous avez su vous emparer des remarques et des conseils prodigués tant par les équipes sanitaires qu'ambulatoires. Ce handicap, que vous qualifiez le plus souvent d'invisible, vous l'avez bien identifié et vous en parlez bien, simplement, avec humour parfois, et maturité, alors que, pour la plupart, vous n'êtes qu'à quelques mois ou quelques petites années de cet événement traumatique. Et non seulement vous en parlez, mais en plus, vous trouvez la force de relayer la parole de vos proches. Ces proches qui, dès les premiers instants, ont été embarqués dans la tourmente. D'abord le choc, l'effet d'annonce, l'annonce de l'accident, de la maladie, avec le plus souvent un pronostic vital engagé. Puis l'attente interminable de la sortie des soins intensifs, de la neurochir, du coma. Ensuite sont arrivés l'espoir, le soulagement. Le patient, vous, s'est battu, il a survécu. Les gens prennent des nouvelles. On donne des nouvelles rassurantes. On hésite à y croire, mais on se donne le droit d'y croire. On ne veut pas crier victoire, mais les progrès sont parfois exponentiels. Le blessé, toujours vous, réagit aux ordres simples, sourit, reparle, remarche. Ça va très vite pour certains. On voit la petite lumière au bout du tunnel, mais on est loin à ce moment-là d'imaginer à quel point il peut être long, ce tunnel. Et puis, il y a les premières sorties de week-end, des moments chargés d'impatience, d'émotions, mais aussi marqués de désillusion, de désenchantement, de découragement. Certaines personnes ne comprennent pas, ne vous comprennent pas. Elles s'éloignent. Le cercle relationnel se restreint progressivement. Vos proches, ils vous connaissent bien. On les avait prévenus des difficultés que vous pouviez rencontrer, mais étaient-ils alors en capacité d'entendre ? Ils savaient, comme la maman de David, qu'il y aurait beaucoup de conséquences, mais y est-on jamais préparé ? Ils ont bien remarqué votre fatigue, mais mesurent-ils bien à quel point jamais vous n'aviez ressenti une fatigue d'une telle intensité ? Ils perçoivent bien cette irritabilité, cette impatience qu'ils ne vous connaissaient pas. Mais comprennent-ils à quel point ces agacements s'imposent à vous sans que vous-même n'arriviez à y mettre du sens ? Mesurent-ils les efforts que vous fournissez pour parvenir à ce que vous, et peut-être leur, paraît tellement insuffisant ? Et ces maux de tête, qui pourrait en imaginer la violence ? Et ces oublis si déroutants ? Et que d'émotions, Aurélie, quand il s'agit de reprendre les dires des enfants. Vous avez bénéficié d'une prise en charge dans les suites de cet événement traumatique.
Vous vous êtes montré acteur de votre rééducation et vos progrès, vous ne les avez pas volés. Vos proches, par contre, par pudeur, parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité, ne s'en donnaient pas le droit ou encore par manque de temps, n'ont pas toujours bénéficié du soutien dont ils auraient eu besoin, des temps de parole, d'écoute, d'échange, qui font tant de bien. N'est-ce pas, Julien? Qu'est-ce qu'elle lui a fait du bien, la thérapeute, à votre épouse? Vous avez changé, comme le soulignent notamment les femmes d'Olivier et de Raphaël. Aujourd'hui, ses proches, bienveillants, soulignent vos forces, votre courage, comme la mère et le mari d'Aurélie, et ils s'attachent à vos progrès, comme la belle-fille de Jean-Jacques. Mais ils s'autorisent aussi, et grâce à vous, grâce à ce travail, à souligner vos difficultés séquelaires et notamment la fatigue. Ils s'autorisent à évoquer leur stress, leurs angoisses, comme la fille de Pascal. D'autres oseront même parler d'épuisement. Vous leur avez offert un espace de parole. Le ton n'est pas au reproche, mais au partage. Votre entourage, comme le remarquait Caroline, a été, est et vous sera toujours d'une grande aide. Vous et vos proches sortirez grandis de ce travail, de cette réflexion autour du vécu réciproque de la lésion cérébrale acquise, autour des ressentis, de vos parcours croisés. En vous engageant dans ce travail, dans cette réflexion, vous et vos proches, vous construisez demain. Merci encore pour ce travail et surtout, prenez soin de vous et de vos proches quand vous le pourrez. Merci Pascal Faure, c'était vraiment important pour nous de vous avoir à nos côtés dans ce podcast. Et comment aussi ne pas avoir pensé à donner la parole à Marie-France Laroche, qui tient un rôle d'accompagnement fondamental pour nos aidants en tant que présidente de l'Association des familles de traumatisés crâniens, l'AFTC Limousin. Merci à vous Marie-France Laroche d'avoir accepté d'intervenir, c'est à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je représente l'Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés. Il y a des événements dans la vie, accidents de la circulation, accidents domestiques, accidents du travail, accidents de santé, agressions, bagarres ou sport, où tout se retrouve remis en question. Nous vivons un drame qui va avoir pour conséquence une cassure dans notre vie, mais nous l'ignorons. Nous sommes désemparés et non préparés à cette épreuve. C'est ainsi que des familles qui ont toutes vécu ce drame se sont rassemblées en association pour s'aider, partager leur douleur, leur désarroi et surtout avoir la volonté, le courage et la force de se battre pour les proches. C'est ainsi qu'est née l'AFTC Limousin. Elle regroupe la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne. Lorsque les familles nous contactent ou que nous les rencontrons, elles sont désemparées, en grande souffrance, se plaignent de ne pas pouvoir échanger avec les médecins, de ne pas comprendre les termes techniques employés tels que cérébrolésion, score de Glasgow, anosognosie, etc. Il faut se rendre à l'évidence. Une autre vie commence et l'entourage ignore le chemin semé d'embûches qu'il va falloir parcourir. L'AFTC, bénévole ayant vécu les mêmes difficultés, assure une permanence au CHU le 4e mardi du mois et au centre hospitalier Esquirol le 4e mercredi de chaque mois, 1 heure au service Adrien Dany, pôle des blessés de l'encéphale, et 1 heure au pôle des usagers. Nous avons aussi créé un groupe de parole animé par une psychologue spécialisée dans le traumatisme crânien et la cérébrolésion. 1 fois tous les 2 mois, les échanges entre nous sont importants et donnent du courage à toutes. Nous essayons d'intervenir dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes au port du casque lorsqu'ils utilisent vélo, trottinette, scooter, mais aussi les effets de l'alcool et de la drogue. Nous parrainons aussi un groupe d'entraide mutuelle qui accueille les traumatisés crâniens et les cérébrolésés pour apprendre qu'ils ne sont pas seuls et leur permettre d'acquérir une certaine autonomie. Ils se retrouvent au local, en présence d'animatrices connaissant le traumatisme crânien. Ils jouent aux cartes, boivent un café, font de la pétanque, vont au cinéma, ont même fait un voyage.
Nous nous battons pour faire connaître et reconnaître l'handicap invisible et les séquelles qui ne sont pas toujours comprises. Oubli, perte de mémoire, fatigue, troubles du comportement, troubles de l'humeur, vigilance. Néanmoins, il faut toujours être optimiste et garder l'espoir. C'est ce qui nous fait avancer. Le traumatisme crânien peut toujours s'améliorer, mais il faut être patient et croire toujours à une évolution positive. Un grand merci à vous, Marie-France, pour votre participation. Le mot de la fin maintenant pour chacun des participants blessés de l'encéphale. On me pose souvent la question de savoir ce qui a changé depuis mon accident. La réponse est tout. Je voudrais remercier les professeurs Rouchot et Monneyer de m'avoir sauvé la vie. Remercier aussi et surtout le docteur Valadas, toute l'équipe des professionnels de l'hôpital de jour qui m'a aidé à comprendre, accepter et à vivre avec ce nouveau moi, et sans qui je n'aurais pu envisager un avenir professionnel un peu différent. Merci à ma famille, mes amis, mes collègues, mon mari et mes enfants de me prendre tel que je suis, et merci aussi à mes compagnons d'ici et d'ailleurs qui chaque mardi m'ont aidé dans nos échanges et vécu à vivre comme eux, pleinement tournés vers l'avenir. Lorsque je regarde le chemin parcouru, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée en premier lieu pour tout le service de neurochirurgie de l'hôpital de Bayonne-Côte Basque, et notamment pour le docteur Daguerre, qui a réussi à ouvrir et refermer ma boîte crânienne sans laisser de traces, et qui m'a par là même sauvé la vie. Et je voudrais également donc remercier, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui autour du pavillon d'Annie m'ont aidé à refaire surface, même si j'aurais aimé retrouver, comme je le dis souvent, ma vie d'avant. Je sais que ce n'est pas possible, mais que j'essaie en tout cas de m'en approcher le plus possible. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à m'en approcher. Comme mes collègues, je remercie mes proches, famille, amis et collègues qui font ce qu'ils peuvent pour s'adapter à ma nouvelle vie. Je remercie aussi et surtout l'équipe des soignants d'Adrien Dany qui m'aident au quotidien. Un merci particulier aujourd'hui pour Marie, Laetitia et Julie qui, pour ce groupe Expression. Elles ont toujours été partantes pour tous nos projets, même les plus loufoques. Ça a été un réel enrichissement et un moyen d'échanger sur nos soucis du quotidien. Donc voilà, je voudrais finir sur une note positive quand même, avec une petite citation. « Tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. » Grâce à cet accident, j'ai rencontré des gens bien, soignants, aides à domicile, ambulanciers, et mes collègues d'Infortune, ici présents, merci beaucoup, qui sont un soutien au quotidien. Et je me suis rendu compte quand même que la vie pouvait basculer du jour au lendemain. Donc, carpe diem à tous. Je souhaiterais remercier le docteur Valadas, car elle m'a permis de comprendre ce qu'était un traumatisme crânien et ses conséquences. Un grand merci également à l'équipe soignante d'Adrien Dany qui m'a accompagné et aidé à développer des capacités de compensation. Je n'oublie pas non plus ceux qui ont partagé avec moi leur expérience lors des moments partagés à l'HDJ. Tous m'ont permis de vivre le mieux possible les bouleversements occasionnés par ce traumatisme crânien. Oui, j'aimerais bien remercier toute l'équipe médicale d'Adrien Dany, où j'ai passé toute ma rééducation pendant ces 4 mois et où je continue à venir pour améliorer ma concentration et mon organisation professionnelle quand j'en ai bien besoin. Et je remercie aussi très fortement ma femme pour son engagement et son travail dans tous les domaines en fait. Elle s'est retrouvée à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites avec moi en 17 ans de vie commune. Et comme travailler sur l'exploitation agricole, gérer mon administratif qui est pas simple. Et d'être là, présent, à chaque instant, aussi bien qu'à l'hôpital que dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, à la ferme. Voilà. Nous avons aussi une pensée pour Pascal qui nous a aidés au début de cet exercice et encore merci à toi et à tes proches pour leur participation. Pour ma part, ce changement brutal a été vraiment dur à accepter. Pour moi, ce qui est normal, mais surtout pour ma famille qui a dû subir ce traumatisme. Merci de m'aimer comme je suis devenu, même si le navire tangue
moins qu'au début. Merci aussi à l'équipe de l'hôpital de jour pour tout leur soutien, l'écoute, l'aide et surtout à Laetitia, Marie et Julie de nous avoir supportés sur ce projet. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions, chers auditeurs, de votre intérêt et de votre attention. Nous espérons que vous avez pu en apprendre un peu plus sur la lésion cérébrale acquise et ses conséquences qui touchent, je le rappelle, environ 200 000 nouvelles personnes par an.